même temps que nous pensons, au vu de la situation, de la gravité de la situation dans la mine et dans ces contrées-là, que si on les sépare, et les séparer veut dire délocaliser une partie, ben vous allez délocaliser par exemple la SMB, le ministre a reconnu que c'est la SMB qui a, je ne sais pas, les numéros, disons, les documents officiels pour exploiter cette mine. Alors, si on va délocaliser, je ne sais pas lesquels de parties, mais qu'on les sépare au lieu de forcer un mariage impossible, un mariage visiblement des gens qui ne sont pas amoureux. Et la conséquence de ce mariage-là, c'est qu'il y a des tueries. Il y a des morts d'hommes, il y a des situations qu'on ne peut même pas évoquer sur les médias, de peur que la communauté internationale se saisisse et et proclame encore une fois RDC, les minerais de sang au Nord Kivu, ou soit, je ne sais pas, embargo, ou soit faire en sorte que le Rwanda continue à être proclamé premier pays exploitant du coltan, le coltan de Masisi. Nous avons refusé cela. C'est pourquoi nous avons donné des recommandations. Mais comme beaucoup de Congolais ne sont pas positifs, ils sont négatifs, au lieu de voir là où il y a les recommandations, parce que c'est là que ça engage la génération positive, ils se basent sur la litanie de la lettre que nous avons juste traduite en français parce qu'elle était en swahili. Ben, c'est une lettre qui nous a été adressée par des paisibles citoyens qui ont aussi droit à la parole. Maître, quand vous venez d'évoquer la question liée au Rwanda, le Rwanda est devenu le premier pays producteur de coltan, qu'est-ce qu'on peut retenir, dans quel sens et comment ce pays a été proclamé dans ce sens? Mais oui, parce que la plupart des fois, c'est quoi? Le coltan est produit à Masisi. Mais grâce à la fraude minière ici au Nord Kivu, tous ces coltans, la plupart sont déversés vers le Rwanda. Et c'est au Rwanda que l'on, je ne sais pas comment on fait, pour mettre les tickets, tout ce que vous voulez pour vendre, pour exporter cette matière première, c'est à partir du Rwanda. Parce que les fraudes... Ça se passe comment? La fraude, est-ce que moi je n'ai jamais fraudé? Mais on a toujours suivi avec vous dans la télévision. J'ai d'ailleurs une image, une vidéo où, pour frauder les minerais, pour les acheminer vers le Rwanda, n'est-ce pas? Tenez, il y a même des gens qui mettent ces minerais-là dans des pneus. Et vous pensez que c'est un véhicule normal, alors que tous les 4 pneus sont remplis du coltan. Et beaucoup de véhicules passent comme ça. Et beaucoup d'autres méthodes. Et ça va directement, la plupart, en tout cas, directement vers le Rwanda. La plupart même des minerais qui ont été saisis par notre ministère provincial ici et ses services sont toujours interceptés alors qu'ils étaient dans une direction du Rwanda. Et donc, voilà pourquoi le Rwanda est proclamé. Parce qu'après cette fraude, parce que le Rwanda n'a aucun gisement du coltan, n'a aucun puits du coltan. Mais grâce à cette fraude, les minerais arrivent au Rwanda. Et c'est du Rwanda que les minerais est exportés. Mais là, lorsque ça arrive là-bas, le pays qui a exporté, ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda. C'est ainsi qu'on proclame le Rwanda. Est-ce que ce sont les Rwandais qui viennent frauder ça ici, ou bien ce sont des Congolais? Ils le font en complicité avec des Congolais. C'est tous les deux. Il y a des mauvais citoyens congolais qui font échapper à l'État beaucoup de ressources. Nous avons évoqué cela dans notre lettre. Les taxes sont réduits parce que si tous ces minerais-là payaient les taxes à notre gouvernement, le gouvernement provincial pouvait continuer à nous construire des belles routes comme ça, pavées, des belles routes asphaltées comme à Goma, à Beni, à Butembo, pourquoi pas, à Rutshuru, à Masisi. On pourrait avoir des belles routes asphaltées si tous ces minerais étaient vraiment bien protégés, sécurisés, afin que ce soit notre pays et notre province qui emportent le chapeau. Et donc, je crois que cette complicité, elle est partagée entre... Ça ne peut pas se faire entre Congolais seuls ou entre Rwandais seuls. C'est entre Congolais, ça veut dire ceux qui déjà exploitent. Exploitent à partir de Masisi, et aussi le Rwandais qui facilite la vente, et ils ont certainement de collaboration. Mais vous dites qu'il y a complicité alors des autorités côté RDC? Bon, je ne veux pas parler autorités ou citoyens ou opérateurs miniers, ils sont tous Congolais, c'est pourquoi je parle de Congolais. Alors qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre fin à cette manière-là de frauder des minéraux côté RDC? Il faut que notre ministère et notre gouvernement développe des mesures en sécurisation, de fiabilité, de traçabilité beaucoup plus appropriées, beaucoup plus vigilantes, afin de mettre fin à cette situation. Mais lorsqu'il y a une sorte de léthargie, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a une sorte de complicité du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas vouloir manquer des ressources alors qu'on sait que ces ressources sont fraudées. Donc, il y a lieu que le gouvernement puisse développer des politiques, vraiment une politique provinciale d'abord,
des sécurisations pour lutter contre cette fraude-là et mettre la main sur les auteurs et essayer de diminuer le taux de cette maladie qui n'est autre que la fraude. Si on développe ce genre de mécanismes, je crois que ça sera bien. Mais entre autres, une des solutions, encore une fois je le dis, je pense et je suis convaincu que c'est la délocalisation de la Copérama. Parce que si on délocalise et que le ministre met sur pied des techniques bien, des stratégies bien. Je le connais, le ministre Kamoua, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent à qui j'ai beaucoup de confiance. Et donc je sais que s'il se met au travail, et il va développer des politiques pouvant sécuriser ces secteurs-là. Et ça, à ce moment-là, on sait que dans la mine qui est supervisée ou exploitée par Copérama, voici les techniques que nous mettons. Pour la mine qui est sécurisée ou soit exploitée par la SMB, voici les techniques que nous mettons sur pied. Et surtout être dur avec les services, parce que le ministre, souvent il est loin, mais les services qui sont dans toute cette lignée-là, ils essaient de mettre la rigueur davantage, afin qu'on continue à mettre la main sur la plupart des fraudeurs, parce que je sais qu'on ne peut pas éliminer la fraude, mais on peut réduire cette fraude-là sérieusement si on développe des techniques ou des politiques stratégiques beaucoup plus appropriées. Et pour ça, j'ai confiance à David Kamoua. Je sais qu'il est en mesure et je fais foi qu'il finira par y arriver. Une dernière question, M. Djumi. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Djumi, président national de la Génération Positive, c'est ça? Est-ce que c'est ça mal à l'aise ou bien menacé juste après avoir dénoncé toutes ces fraudes-là et dénoncé tout ce qui se passe dans les carrières minières à Roubaïa? Bon, je ne voulais pas en parler, mais je reçois beaucoup d'appels anonymes, des numéros inconnus, des appels en tout cas, des gens Des menaces? Qui m'intimident, des menaces même de mort, des menaces. Je ne veux pas en faire, je n'ai même pas parlé de ça à la radio pour que, tu sais, dans ce pays, quand on parle de ce genre de choses, on dit qu'il s'agit des montages. Hein. Et puis je ne voulais pas accuser une ou une autre partie, mais je crois qu'il s'agit des intérêts économiques. C'est normal que les gens se sentent lésés, mais je n'ai pas voulu parler de ces menaces-là parce que j'ai foi en Dieu. C'est lui qui nous sécurise. Parce que ceux qui peuvent me menacer de mort, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne mourront pas. Ceux qui peuvent m'intimider, ça ne veut pas dire qu'eux, éternellement, ils demeureront dans les positions qu'ils ont aujourd'hui. Donc, je fais foi à Dieu. C'est pourquoi ces menaces, elles sont réelles. Et elles sont vraiment sérieuses. Mais malheureusement, lorsque vous rappelez même ce numéro-là, lorsque vous rappelez ce numéro qui vous a appelé, ça ne passe plus. C'est pourquoi je ne vais pas en parler. Parce que je me souviens, lorsque j'ai été victime d'un kidnapping à Butembo il y a quelques années, il y en a certains, des gens qui ont estimé que c'était une imagination. Djimi Nzali voulait parler de lui, faire parler de lui. Il se fait kidnapper. Alors, ces genres de questions d'insécurité, je n'en parle pas. Ce n'est pas seulement aujourd'hui d'ailleurs. Vous me permettez de le dire. Tenez, lorsque j'ai été porte-parole de la majorité présidentielle, lorsque j'ai été porte-parole du Burek toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de menaces de la sorte après des émissions, plusieurs fois. Mais est-ce que j'en ai fait mention? Non, aucun jour. Mais nous avons toujours eu des menaces, nous qui sommes habitués aux médias. Mais maître, les journalistes, vous savez que vous êtes toujours aussi souvent menacés. Mais maître, ces menaces que vous êtes victime aujourd'hui, selon vous, ça vient de quelle partie? Ah, vous ne m'aurez pas sur cette voie-là, je ne sais pas. Il y a quand même des soupçons quand même. Non, je ne vais pas soupçonner, sinon je ne suis plus positif. Je risque de faire des affirmations gratuites. Mais il y a des menaces. Mais je te dis encore une fois. Vous craignez déjà pour votre vie? Je dis que tout le monde aime la vie. Mais je sais que ceux qui me menacent aiment aussi la vie. Mais je sais aussi qu'ils mourront un jour. Et donc, je sais aussi qu'on meurt à son jour. Si c'est à travers eux que je vais mourir, c'est que je vais partir. Si ce n'est pas à travers eux, c'est que Dieu seul sait quel jour je vais mourir. Et donc, moi, me menacer des morts, ça m'affecte peu parce que je sais de toutes les façons que chacun a une mission sur Terre. Si j'ai fini ma mission sur Terre, c'est que Dieu peut me vouloir m'appeler. Et s'il veut utiliser, je ne sais pas quel bandit pour ce faire, il va le faire. Mais je fais tout simplement foi à Dieu. Et ces menaces, vous allez continuer avec cette lutte-là? Mais je viens de faire une émission avec vous. C'est la même lutte. Je n'ai rien changé. C'est la même lutte. Je garde ma position. Et d'ailleurs, je vais d'ici là, je crois lundi, mardi, on va sortir une déclaration par rapport à l'évolution de la situation. Nous avons vu les communiqués qu'ils ont signés tous. C'est déjà une bonne chose. Et donc, nous allons faire un point par rapport à cette question-là. Et donc, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que la solution définitive soit trouvée et que les populations qui sont à Roubaïa puissent être sécurisées et que la fraude puisse
diminuer sensiblement pour que la province puisse accroître ses ressources. Les Rwandais cessent de piller les... Voilà, cesse d'être noté, n'est-ce pas, premier pays producteur du coltan, mais également que les créateurs voient leur vie s'améliorer et non pas faire des gens des millionnaires, mais alors que les gens qui sont au four et au moulin demeurent des minables, des pauvres jusqu'au bout. Non. Ça fera notre joie et c'est ça notre cheval de bataille. Bon. Nous avons constaté, nous avons été, n'est-ce pas, récemment contactés par un groupe de créateurs et une frange de la population des Roubayens, les créateurs de la mine de Bissounzou, qui nous ont écrit par rapport à certaines allégations qu'ils ont portées contre la SMB et la Coopéraman, y compris le gouvernement provincial. En ce sens qu'il y a de l'insécurité dans la mine et dans la région. Il y a en même temps la fraude minière. Et que les désordres qui sévissent au sein de la mine et dans la région étaient une résultante du fait qu'il n'y a pas attente, qu'il y a un conflit permanent qui n'a jamais trouvé de solution entre la Coopéraman et la SMB. Et selon la population, elle a estimé que ce conflit était aménagé ou protégé par le gouvernement provincial, en ce sens qu'il y a des protocoles d'accord qui ont été signés entre les deux parties, mais qui n'ont jamais été appliqués. Parmi les articles ou bien les résolutions de ces protocoles, il s'agit également de la délocalisation de la Coopéraman de ces sites de la SMB vers une autre zone d'exploitation artisanale que le gouvernement central, en collaboration avec le gouvernement provincial, devrait affecter à la Coopéraman. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque vous posez la question à une partie de la Coopéraman, il vous démontre noir sur blanc que c'est le côté SMB qui est à la base de tout ce qu'il y a comme désordre dans la mine. Lorsque vous posez la même question à la partie SMB ou soit aux proches de SMB, ils vous disent effectivement que ce qui est à la base de cette situation, ce n'est rien d'autre que la Coopéraman. Voilà pourquoi nous avons saisi le gouverneur de province et on a réservé une copie au ministre national des Mines, ministre provincial des Mines, aux autorités nationales, le président de la République, l'Assemblée et toutes les autorités nationales compétentes en tout cas, afin qu'une solution définitive soit trouvée. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le gouvernement ne veut pas user de ses bons offices pour parvenir à la concrétisation ou à l'application de ce protocole d'accord entre les deux parties. Parce que lorsque vous lisez la lettre anonyme que nous avait adressée cette frange de la population, ils vous disent il se pourrait qu'il y ait également un mariage entre le président de l'Assemblée provinciale, qui est le président en exercice de la Coopéraman, et le gouverneur de province, en ce sens que les deux s'étaient promis de protéger les intérêts d'une part comme d'une autre. Et donc, ce qui pousse certains à croire que le fait que la Coopéraman est dirigée par un allié du gouverneur, c'est ainsi qu'on ne veut pas appliquer la mesure de délocaliser la Coopéraman de ce site-là. Alors nous, on a saisi les autorités pour leur dire tout ça et leur dire que s'ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont impartials dans ce dossier-là, et qu'ils ont besoin vraiment de lutter contre la fraude minière, de lutter contre l'insécurité dans ces zones-là, il fallait qu'on puisse séparer les deux parties et que la Coopéraman ait sa propre zone d'exploitation, la SMB dans sa zone d'exploitation. À ce moment-là, on sait évaluer. Lorsqu'il y a ça ne va pas du côté de la Coopéraman, on sait évaluer et savoir qui accuser. Lorsqu'il y a de l'insécurité, il y a de la fraude du côté SMB, on sait évaluer et on sait en même temps à qui attribuer ce qui ne va pas. Et donc, voilà pourquoi nous nous sommes dit ça valait la peine de contacter les autorités qui sont censées trouver des solutions. Et nous espérons qu'ils trouveront des solutions, parce que je peux ici dire qu'effectivement, à l'issue de notre lettre, le ministre provincial des Mines a eu à convoquer une réunion dans laquelle il a mis d'une part la partie Coopéraman, de l'autre la partie SMB. Et nous avons été invités avec mon ami Blackman de Raya Nassimama comme des observateurs. Ce qui est bon, c'est que
Ils viennent même de signer un autre protocole d'accord, si on peut appeler ça ainsi, un communiqué final qui leur donne encore une fois 6 mois de cohabitation jusqu'à ce qu'on puisse trouver une autre zone d'exploitation pour la SMB et la Copérama. Et donc pour vouloir dire que au-delà de tout ce qu'ils peuvent dire, au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter, en tout cas, le fait qu'il y a eu un nouveau communiqué qui donne des nouvelles orientations, qui prouve que l'accord était déjà dépassé et expiré, et donc la génération positive avait raison. Maître, vous aviez fait la déclaration la fois dernière. Quelques jours après, cette déclaration elle a été controversée par une partie qui s'est sentie lésée et qui vous a accusé d'être, d'avoir, s'il faut le dire entre guillemets, d'avoir été corrompu par la société SMB a fait de faire cette déclaration d'avancer des fausses, c'est ils appellent ça, ils qualifient ça des fausses sources, informations. Selon vous, ça vous dit quoi? Bon, je sais que le Congolais est habitué à des réflexions négatives. Nous sommes la génération positive. Nous sommes venus parce que dans le pays, il y a beaucoup d'antivaleurs. Ceux qui réfléchissent de la manière, ça veut dire ils ont toujours procédé de la sorte. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous sommes une génération positive. Nous travaillons positivement selon nos convictions. Tenez, je vous dis, nous, on a reçu une lettre. On n'était pas au courant de ce dossier-là. Mais dès lors qu'on a reçu la correspondance, nous nous sommes dit, il ne faut pas négliger certaines choses. C'est ainsi qu'on a saisi les autorités. La preuve, s'ils disent qu'on a été manipulé. Moi, j'ai vu pour la première fois ceux qui dirigent cette société-là, SMB, et même ceux de la Copérama, à part le président que je connais personnellement, du point de vue politique, le président Seninga, tout le monde le connaît, mais au moins la partie SMB, mais comme les autres membres de la Copérama, je les ai rencontrés hier dans la réunion. Et là n'est pas le problème. Autre chose qui est positive, c'est que ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais au moins, le fait qu'eux, ils ont apposé leur signature pour dire nous allons améliorer, nous battre pour que la sécurité puisse s'améliorer, pour que la fraude puisse diminuer dans la mine où nous travaillons tous ensemble. Et ça veut tout simplement dire que nous avions raison. Si on n'avait pas raison, pourquoi ils devraient se mettre autour d'une table? Pourquoi ils devaient prendre de nouvelles directives? Si on n'avait pas raison, pourquoi ils allaient accepter en travers la signature de ce communiqué final-là qu'il fallait un autre accord de 6 mois, alors que nous avions relevé que leur accord était déjà expiré. Et donc, nous à 100%, bon peut-être pas à 100%, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges, nous pouvons avoir été menti ou trompé par ceux qui nous ont écrit, mais au moins, dans tout ce qu'ils ont dit, la plupart des questions ont rencontré une certaine réalité et c'est le plus important. Maître, vous êtes suivi par les Congolais à travers cette interview. Confirmez-vous que la génération positive n'a pas été corrompue avec tous les mouvements qui étaient bien sûr autour de vous? La génération positive, là où elle sera, il n'y aura jamais de corruption. Sinon, en quoi nous sommes génération positive? En quoi nous laisserons? Vous n'avez rien reçu de la part de toutes ces deux sociétés alors? Et d'ailleurs, je vais vous donner une révélation. En fait, avant même de procéder à notre point de presse, dans la réunion du comité, il y avait 2 camps. Il y avait ceux qui ont estimé qu'il fallait commencer par rencontrer les 2 sociétés pour confronter les informations de la population aux données qu'eux, ils peuvent nous donner afin de faire notre déclaration. Une autre partie a estimé, y compris moi-même, que c'était imprudent, vu le fait que dans ce pays, les antivaleurs ont pris un élan tellement difficile et grave. Les gens ont estimé, certains, qu'il était inopportun et imprudent surtout d'aller rencontrer les 2 parties, surtout que nous allons nous prononcer par rapport à cette question. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'ils ont estimé qu'il y a risque que, lorsqu'on va nous voir avec les gens de la Copérama, que l'on estime qu'on a été corrompu. Que lorsqu'on va nous voir avec les gens de la SMB, qu'on estime qu'on a été corrompu. Nous avons fait foi à ce qu'on nous a donné comme données par cette lettre anonyme, mais également à certaines informations. Tenez, ce n'est pas aujourd'hui que le dossier SMB Copérama fait parler de lui. La presse, depuis des années, parle de ce dossier, donc on avait des données. En même temps, moi j'ai été quand même au gouvernement, je sais qu'il y a eu beaucoup de pourparlers
à travers, entre les deux sociétés et je pouvais facilement accéder à certaines données ou donc certaines correspondances dans mes manières de recherche et dans mes stratégies d'enquête. Alors, nous nous sommes dit, comme nous sommes tombés sur un document, le protocole d'accord signé entre les deux parties, et la lettre qu'un ministre national, Martin Kabweloulou, à l'époque, avait écrit, c'était suffisant par rapport aussi aux éléments que nous avions de faire un point de presse. On n'avait donc pas besoin d'aller rencontrer les deux parties et surtout de nous faire corrompre. Nous sommes ce qu'on appelle à Lingala Babola Teti. On n'a rien, mais on valorise ce que nous faisons et nous voulons donner une nouvelle image de la jeunesse et montrer certaines valeurs que lorsqu'on peut faire quelque chose, on peut faire sans pour autant avoir besoin d'être corrompu. Maître, en suivant tous vos propos, toutes vos déclarations, s'il faut blâmer, laquelle de ces deux sociétés il faut le faire? Nous avons blâmé les deux sociétés par rapport à l'insécurité et à la fraude. Nous avons dit c'est à cause de ce qu'il y a comme mésattente entre les deux sociétés qu'il y a la fraude et l'insécurité. Et donc, c'était aux deux sociétés, y compris le ministère, surtout, comme bons offices, de trouver une solution. On a blâmé les deux côtés. Mais effectivement, dans la lettre de nos correspondants, il y avait une sorte de penchant vers contre surtout la société Copérama. Et nous avons compris cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons exploité les protocoles d'accord, il n'est plus en exécution en actualité. Et donc la Copérama était censée ne plus exister dans cette mine-là parce qu'elle devrait déjà avoir sa zone d'exploitation. Mais nous avions souligné dans cette lettre aussi pour montrer que nous sommes vraiment au milieu du village, que nous avons dit au ministre que lorsque nous faisons nos petites investigations, nous nous rendons compte que les deux parties s'entrejettent la responsabilité. Et donc difficile de savoir qui réellement est à la base de A, B, C, D. Mais nous savons du moins que la lettre, ou soit le protocole d'accord, avait déjà décidé de la délocalisation pure et simple de la Copérama. Dire cela, c'est ce que les gens sont en train de dire que non, lorsque nous insistons sur la délocalisation, c'est comme si on a été, je ne sais pas, corrompu ou tout ce que vous voulez. Mais nous disons, ceux qui ont inventé le terme délocalisation, ce n'est pas Jimmy Nziali, ce n'est pas la génération positive, c'est un accord signé entre les responsables de la Copérama, de la SMB et du gouvernement provincial sur ordre du ministre national des Mines